forces occultes nous démontrent que les images se manipulent et que le mensonge, construit par d'habiles cinéastes, s'avère d'une rare efficacité. Ce qui nous effraie est d'imaginer que les pires idéologies se transmettent ainsi et peuvent à tout moment réapparaître. Ici, nous observons les termes du texte de présentation de Marquès Rivière. L'auteur parle d'un acte révolutionnaire, évoque la juiverie internationale et dénonce d'abord et avant tout la franc-maçonnerie. Le ton est violent, menaçant. Force occulte est bien là pour dévoiler la vérité et éclairer l'esprit des Français. Quelle était l'origine de l'idéologie du régime de Vichy ? Le régime de Vichy, c'est un régime surprise. C'est un régime qui est né de la défaite brutale de 1940, avec un vote des pleins pouvoirs à Pétain par une assemblée qui était une assemblée de Front populaire, dont on avait bien sûr exclu les députés communistes, mais ce vote a été acquis avec seulement 80 opposants. Donc on peut dire que ce régime, comme le disait Maurras, c'est une divine surprise. Pourquoi ? Parce que toute une opposition à la République va brusquement se retrouver au pouvoir. La République, elle était née d'une défaite en 1870, elle ne s'est pas imposée tout de suite. Pendant très très longtemps, les Français n'ont pas été véritablement républicains, et notamment un certain nombre de grandes institutions ont eu beaucoup de mal à devenir républicaines, comme l'armée, comme l'Église, qui ne s'est ralliée au régime qu'en 1890, comme la justice. Et si je prends ces trois exemples-là, c'est tout simplement parce qu'ils représentent les trois institutions qui ont eu un moment important de clarté au moment de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'était la défense d'un homme seul contre des institutions non républicaines ou peu républicaines. Donc la République ne s'imposera en fait qu'à la fin de la guerre de 14 par la victoire de 1914-1918. Alors c'est donc un régime surprise, ce régime de Vichy, mais on peut dire que l'idéologie du régime n'est pas une idéologie récente. Il ne faut pas croire que brusquement les Français se sont retrouvés en acceptant ce type de régime qui était un régime non pas fasciste, parce que par exemple il n'y avait pas de parti unique qui est la caractéristique du régime fasciste. C'est un régime autoritaire, c'est un régime corporatiste où on a supprimé les syndicats, les partis politiques, mais ce n'est pas un régime fasciste. Mais ce régime puise ses racines dans l'histoire assez longue de la Troisième République. C'est pour le moment le régime qui a duré le plus longtemps, hein, parce qu'en France, on avait quand même l'habitude de changer souvent de régime. Quelles sont les caractéristiques de ces anti-républicains? Première caractéristique, c'est l'anti-parlementarisme. Parce que la République, la Troisième République est une république parlementaire, où la Chambre des députés a donc une très très grande importance, et c'est la première caractéristique. Donc si on veut un régime autoritaire, on ne peut pas accepter un régime parlementaire. Deuxième caractéristique, elle est tout à fait importante, c'est l'antimaçonnisme et l'antijudaïsme. On a associé le judaïsme et la maçonnerie, on a parlé de complot judéo-maçonnique, parce que justement ils représentaient ce que refusaient ces hommes, ces tenants de la tradition, c'est-à-dire le cosmopolitisme. Ils considéraient que les juifs comme les francs-maçons n'avaient pas de patrie, donc ne pouvaient pas être de bons Français et étaient à la solde de l'étranger, et notamment la franc-maçonnerie qui était née en Angleterre. L'Angleterre, adversaire des Allemands à cette époque-là, donc adversaire du régime de Vichy, eh bien la maçonnerie n'est pas un système vraiment français, et donc les juifs et les francs-maçons vont tout de suite être poursuivis, pas avec la même intensité bien sûr, mais poursuivis dès l'été 1940. Dès l'été 1940, ce sont les lois antimaçonniques qui commencent, avec la suppression des obédiences et bientôt la parution au journal officiel des dignitaires de la franc-maçonnerie pour les désigner du doigt, et puis bientôt aussi la révocation des fonctionnaires francs-maçons. Quant aux lois antisémites, elles sont d'octobre 1940, et à partir d'octobre 1940, elles ne feront que s'accroître, et va s'accroître
la persécution, mais qui est une persécution importante des Juifs dans notre pays. Les articles de presse abondent, unanimes, et écrivant la même chose dans un parfait consensus. On peut noter un article de François Vineuil, alias Lucien Rebatté, qui regrette que les auteurs n'aient pu réaliser un long métrage sur ce sujet. Le cinéma a-t-il eu alors un impact propagandiste comparable aux autres médias ? Oui, sans nul doute, un impact propagandiste qui est voulu par Laval, qui est voulu par le régime de Vichy dès 1942, au retour de Laval, dont nous parlons dans le livre d'ailleurs, qui est que cette propagande doit être une arme de guerre. On s'occupe de mettre en place une actualité qui est entre guillemets, c'est-à-dire une actualité qui est littéralement truquée. Et cette actualité est, je le rappelle pour mémoire, ces séances d'actualité étaient obligatoires. Elles passaient avant la séance de cinéma dans des salles qui étaient allumées. Donc on était vraiment dans la complète harmonie. Et ces documentaires reconstitués, qui est un terme intéressant, étaient bien à viser, et une visée qui était une visée négative. Il s'agissait bien de montrer un élément de la vie publique, de la vie politique et de toute la propagande habituelle de Vichy sous un angle bien précis. On ne faisait pas autre chose. Maintenant, la question. Est-ce qu'il était cet impact comparable aux autres médias? Alors là, nous sommes obligés de penser à tout ce qui se faisait parallèlement. La presse, la littérature, les expositions, les conférences. Tout cela était multiplié à l'infini. Alors pour ce qui est de la littérature, je serai bref, parce que je crois que ce sont des sujets à débat, et que de toute façon, les Français, pas plus qu'aujourd'hui, n'avaient une grande passion pour la lecture, et il y avait à l'époque des écrivains qui malheureusement avaient parfois s'égaré sur des pistes, mais l'impact était relatif. En revanche, la presse était quelque chose de délirant. Délirant. Ce qui est certain, c'est que c'est le seul film antimaçonnique qui existe au monde, spécifiquement antimaçonnique. La séquence tournée à la Chambre des députés a été le clou du film. Les journalistes l'ont évoqué souvent, de même que l'initiation. L'image idyllique du couple comparée à cela donne un bel effet. C'est bien la mise en scène qui détermine la mystification de l'image, où se mêlent le faux, le vraisemblable et l'illusion du vrai. Un film de propagande a pour objectif de faire croire. C'est-à-dire de dire il faut que ce que nous allons montrer est vraisemblable. La vérité, c'est autre chose, parce que je pense que ceux qui font ce type de film savent bien que la vérité est ailleurs. Par contre, ils vont essayer, face aux spectateurs, de leur prouver que ce qu'ils disent est vrai. Ils vont le faire au moyen de l'image, au moyen des dialogues. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour celui qui regarde un film, est-ce qu'il y a une possibilité de se détacher de ce qu'on lui montre, c'est-à-dire de ne pas être dupe? Ça, c'est l'énorme problème du film de propagande, parce qu'on essaye justement de rendre les gens crédules. Et ça, on le fait de façon parfois très très habile, parfois un petit peu lourde, et finalement, sur le moment, c'est-à-dire dans une situation historique donnée, je pense qu'on est plus apte à la crédulité que lorsqu'on a le recul de l'histoire, c'est-à-dire 50 ans, 60 ans plus tard. Là, on a un raisonnement qui est sans doute beaucoup plus objectif par rapport à ce qu'on regarde. Il faut que cela fasse vrai. Il faut que ce soit vraisemblable. La première règle d'un scénario, c'est la vraisemblance. La deuxième règle, c'est sans doute, comme tu le fais remarquer, d'avoir peut-être un moyen, une méthode pour arriver à convaincre le spectateur de voir peut-être autre chose que ce qu'il voit,
mais de voir ce que le metteur en scène veut lui faire voir. Et donc, comment va-t-on y arriver? On va y arriver sur des formules qui sont tout simples et toutes banales, qui seront par exemple de ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, c'est-à-dire le document reconstitué. Donc on travaille l'actualité, on fait un truc qui passe et qui est facile à faire. On a ça tous les jours chez soi. On peut faire n'importe quoi sur cette question-là. L'image n'est jamais innocente. Donc à tout instant, on peut arriver à truquer, et il n'y a qu'à voir l'entrée du train à la gare de La Ciotat, des Frères Lumière, c'est la première mystification de l'image. Rossellini, d'ailleurs, avait toujours écrit dans ses écoles de cinéma, il disait toujours « l'image est là, pourquoi voulez-vous la manipuler ?» C'est vraiment une interprétation à double sens. Il ne dit pas qu'il ne faut pas manipuler l'image. Il dit pourquoi la manipuler. Il veut presque dire que l'image est une manipulation. C'est un peu ça. Dans le journal Au Pilori, une petite note du 1er avril 1943, authentique, évoque le retard de distribution de forces occultes en zone sud, qui est donc occupée depuis novembre 1942. Ce serait dû à une question de censure ou de tracas administratifs entre Vichy et Paris. Discordances qui font sourire. Il y a eu une somme considérable qui a été donnée pour tourner ce film par les autorités allemandes et par Vichy. Il s'agissait de faire un film sérieux, parce que le retour de Laval était une période clé pour l'État. Il s'agissait de relancer la Révolution nationale. Les Allemands tapaient sur la table, ils en avaient marre, ils mettaient le paquet, ils disaient « maintenant, bougez un petit peu, hein, quand c'est que la France va devenir nationale-socialiste ?» C'était ça le problème. Alors, il nous faut des volontaires. Nous sommes en train de nous embêter avec tout ce qui se passe en Stalingrad, à Merzel-Kébir, partout, etc. Donc, les Allemands ont décidé de porter un grand coup. Donc, le soutien médiatique, il est réel. Et dire que ça n'a pas marché, c'est pas vrai. Et, en province, aux Champs-Élysées, partout, l'exclusivité a permis de faire du rendement avec ce film. Ça rapportait un petit peu d'argent. Mais, c'était pas le but. Hein. Mais par la suite, effectivement, il semble que le soutien médiatique diminue un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine frilosité des distributeurs, il y a des problèmes, surtout, hein, ce qui est absolument paradoxal d'ailleurs, entre Vichy et Paris. C'est-à-dire que il y a des censures, il y a des trucs, on voit apparaître dans les journaux, ils disent, vous vous rendez compte, on ne fait pas passer force occulte dans la zone sud. Les Allemands ont envahi déjà la zone sud. Ils y sont. Oui, d'ailleurs, on peut dire que ce film est un film qui est sorti trop tard. En fait, son impact aurait sans doute été beaucoup plus important s'il était sorti avant la guerre. Bon, mais là, on se trouve dans le régime qui a justement éliminé les francs-maçons, les juifs, les communistes, enfin les adversaires. Donc, le faire sortir en 1943, alors que les Français sont en train de s'apercevoir que finalement, ils ont la République les nourrissait mieux, disons, hein, parce qu'ils mangeaient à leur faim sous la République, et que ce régime de Vichy, bon, est un régime qui est lié à l'Allemagne, l'Allemagne qui connaît des revers du côté du front russe. Je crois que là, 43-44, c'était pas la meilleure période pour faire sortir ce film et le rendre efficace. Parce qu'effectivement, les Français avaient d'autres préoccupations, notamment de se nourrir, se chauffer, s'éclairer. Voilà. Alors ils allaient au cinéma, parce que le cinéma, ça leur faisait peut-être un petit peu oublier les misères du temps, mais surtout d'ailleurs pour voir, parce qu'il y a eu une grosse production cinématographique pendant la guerre, il y a eu 220 films de tournée, pour voir essentiellement des films qui étaient des films de fiction qui leur faisaient oublier les réalités. Toute la symbolique maçonnique se réduit à un simple décor, dont le Grand Orient servira de cadre. Il faut faire vrai à tout prix. Personne ne doit douter de l'authenticité des lieux et donc de la véracité du propos. Malgré un impact limité, pourquoi Forces occultes est-il demeuré un film maudit et sulfureux, très longtemps réservé aux seuls francs-maçons? Pendant très longtemps, ce film n'a pas été visible. À partir de la fin de la guerre,
le Grand Orient de France a eu énormément de réticence à sa publicité, en quelque sorte. Pourquoi? Moi, je crois d'abord parce que c'est un film très habile. C'est un bon film, je dirais, un bon film sur le plan de la propagande, bien sûr. Et donc, c'était un film qui pouvait encore marquer les esprits après la guerre. Donc, ce film n'a pas été vu, même pas par les francs-maçons d'ailleurs, sauf par des groupes sans doute tout à fait restreints. Et donc, on n'a pas connu ce film pendant très très longtemps. Et aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, il réapparaît, mais l'image, l'impact de l'image est peut-être tout à fait différent à notre époque. Ouais. En sachant qu'il y avait quand même des règles qui étaient que lorsqu'on le montrait, même dans les groupes un peu restreints, on avait pris l'habitude, et c'était des règles, de expliquer ce film et de le commenter. On a eu des exemples à la télévision, d'ailleurs. Il n'a jamais passé, mais il devait passer plusieurs fois. Et à chaque fois, il y avait un accrochage parce que on voulait l'expliquer, le montrer, comme pour en déjouer les dangers. Car ce complot judéo-maçonnique, même si aujourd'hui il fait sourire, il peut à tout instant penser les dignitaires de l'époque, et le pensent peut-être de nouveau aujourd'hui les dignitaires d'aujourd'hui, peut se remanifester. C'est un film de dénonciation. Alors, est-ce qu'on peut confondre un film de dénonciation et un film de propagande? Le film de propagande, c'est un film qui exalte un pays, qui exalte une nation, comme par exemple, on le fait dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, avec le Pourquoi nous combattons à cette époque-là, qui essaye de justifier l'intervention américaine, qui essaye de justifier finalement la valeur des soldats américains et des soldats alliés. Ça, c'est de la propagande. Mais dans ce film de dénonciation qu'est Forces occultes, on ne parle pas du tout du régime de Vichy, et pour cause, puisque c'est censé se passer avant la guerre, et donc on se contente simplement de dire tout le mal qu'on pense de la franc-maçonnerie et du complot maçonnique ou du complot au-delà judéo-maçonnique. Voilà donc la réalité de ce film de dénonciation. Alors la question peut se poser aujourd'hui, c'est qu'un tel film peut-il être produit, réalisé et vu, et de quelle façon serait-il vu aujourd'hui en 2008? Est-ce qu'un film comme Force occulte, qui est spécifiquement anti-maçonnique, peut-il être fait aujourd'hui? Tu vois, on va un peu cibler la question, qui est très intéressante. Qu'on puisse réaliser un film de dénonciation, un film de propagande, oui, nous avons des tas d'exemples. Peut-il sortir? Oui, on a des tas d'exemples, en bien ou en mal. Bon, peut-il avoir un impact? C'est déjà un peu moins sûr, parce qu'il y a là, quand même, la concurrence de la télévision qui est hyper présente et qui s'occupe elle-même de la propagande, peut-être même de la dénonciation. Donc ça, c'est sûr. Mais en revanche, choisir un film spécifiquement contre la maçonnerie ou spécifiquement sur le complot judéo-maçonnique, je ne pense pas qu'on puisse faire un film antisémite aujourd'hui, en 2008. Ça ne passerait pas. Ça ne passerait pas, pour des tas de raisons. Le problème qui se pose, c'est quand même le problème de l'environnement économique, social, politique. C'est que Forces occultes est tourné en 42-43 dans une période de crise grave dans laquelle la dénonciation peut être tout à fait efficace parce qu'on recherche ce qu'on appelle le bouc émissaire. On recherche le responsable et le coupable. Donc il ne faudrait pas que demain on se trouve dans une crise profonde, parce que dans cette crise, on chercherait sûrement encore les responsables et les coupables, ce qu'on a toujours tendance à faire. Je voudrais quand même dire une chose qui m'avait beaucoup frappé à l'époque. En 1990, la franc-maçonnerie s'est réimplantée dans les pays de l'Est européen. Et un hebdomadaire à cette époque-là avait titré les francs-maçons de retour en Europe de l'Est, mais surtout, leur page de couverture, c'était un globe terrestre surmonté d'une équerre et d'un compas qui rappelait étrangement la vision qu'on avait donnée dans Forces occultes de l'influence de la franc-maçonnerie sur le monde. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Le soufre chez les francs-maçons, mais le film sulfureux, comme par hasard, c'est contre les francs-maçons. Et donc, en tous les cas,
on est bien d'accord sur une chose, la menace, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Nous savons qu'il y a aujourd'hui des sites qui utilisent, des sites spécialisés sur Internet, qui utilisent les mêmes procédés et qui reprennent les vieilles passions sataniques que nous avons connues dès les années 30 et bien avant, comme nous l'avons dit au début. Je crois qu'il faudrait d'ailleurs développer le fait que les moyens d'information, les moyens de communication ont changé et qu'aujourd'hui ils se sont considérablement diversifiés, qu'on a aujourd'hui donc Internet qui permet de dire tout et n'importe quoi et qui a sans doute un impact aussi important, au moins aussi important que l'impact cinématographique. Absolument.